Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de violence urbaine et j'ai un peu recherché et demandé au travers des petits documents que j'avais trouvés à Gemini de me donner un petit peu plus d'informations sur le lien qu'on peut avoir entre victoire, comme on a pu voir avec le Paris Saint-Germain, et destruction. Je suis pas hyper satisfait de la réponse de façon globale, mais je pense que ça peut être intéressant quand même de partager pour un peu réfléchir sur ce sujet-là, notamment avec les raisons. En tout cas, quelques raisons qui ressortent la plupart du temps, notamment tout ce qui va être rapport psychosocial, rapport sociologique. Après, le hic derrière tout ça, c'est que même si ça peut expliquer les comportements pendant la manifestation, pendant le rassemblement, c'est le cheminement en amont plus méta qui m'intéresse, et ça, je trouve pas forcément beaucoup d'études dessus. C'est un peu long, même c'est très long, donc il y a des moments je vais virer des choses, mais je vous partage un petit peu tout ça. Donc les victoires sportives, en particulier pour les compétitions de haute intensité comme les finales de foot, déclenchent fréquemment des célébrations publiques d'une ampleur considérable. Ces moments sont généralement synonymes de joie intense, de passion partagée, d'un puissant sentiment d'unité collective. C'est important cette notion d'unité collective, c'est-à-dire que comme on a pu le voir avec Durkheim à l'époque, etc., c'est vraiment, on n'est pas sur une personne plus une personne, on est sur une unité d'un ensemble de personnes qui ont à ce moment-là des intentions, des énergies, des volontés communes. Les supporters s'immergent dans une atmosphère vibrante, où l'excitation est palpable et contagieuse, créant des expériences collectives uniques. Cependant, cette liesse peut paradoxalement dériver des comportements destructeurs, incluant la violence contre les personnes et des dommages significatifs aux biens et au mobilier urbain, etc. Cette dualité entre ferveur collective et des dérives destructives soulève une problématique complexe, comprendre les raisons profondes de l'association entre les victoires footballistiques et la destruction des biens et mobilier urbain. L'analyse de ce phénomène nécessite une approche. Donc, la dynamique psychosociale des foules de célébration. La désindividuation. Ça, c'est un élément clé, on le sait très bien, et ça... Vous voyez, ça explique quand on est dans le groupe et pourquoi ça peut passer, sauf qu'il y a un élément motivationnel qui, pour moi, n'est pas recherché, ou en tout cas, je ne trouve pas, et bien sûr, si vous avez des études, n'hésitez pas. Donc, perte de l'identité, de la responsabilité individuelle, désindividuation est un état psychologique dans lequel les individus est tellement immergé dans les normes du groupe qu'il perd son sens de l'identité personnelle et de la responsabilité. Donc c'est Festinger qui avait lancé ça en 52, approfondi par Zimbardo, l'effet Lucifer, en 69. Explique comment l'anonymat, la réduction de la conscience de soi et la diffusion de la responsabilité contribuent à des comportements et des individus n'adopteraient normalement pas seuls. Et on le sait, toute personne qui se retrouve en groupe n'a pas du tout le même fonctionnement, surtout si il y a une notion qui a surstimulé ce groupe-là. Mais on est encore... Oui, mais est-ce que, je dis n'importe quoi, un groupe de religieux qui a regardé du foot va tout péter? Peut-être qu'ils vont commencer à danser dans la rue, mais ça ne veut pas dire que pour autant ils vont tout péter. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, il y a cette volonté de casser, de détruire? Hormis la reprise de pouvoir, là on peut trouver plein de choses, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me dis je suis heureux, je casse? Dans les foules en célébration, le grand nombre de participants confère un sentiment d'anonymat, minimisant les préoccupations concernant l'évaluation par autrui, la culpabilité, la honte et la peur. On le voit, les gens peuvent se cacher, peuvent passer derrière, peuvent juste répéter et faire un mimétisme de l'autre pour casser quelque chose. Cette perte de responsabilité personnelle et de conscience de soi peut se traduire par des comportements antinormatifs et désinhibés, donc pillage, etc. Il est important de noter que la désindividuation ne conduit pas systématiquement à l'agression. Ça, c'est clairement une réalité. Tu peux avoir une désindividuation et pas forcément être agressif, ou en tout cas être dans la destruction. Elle peut également réduire les inhibitions par d'autres émotions et comportements. Cependant, dans le contexte de célébration intense, où l'excitation et l'effervescence sont élevées, les propensions au comportement antinormatif augmentent. D'accord ? Donc on peut se dire, ok, même si moi j'étais là pour faire la fête, le fait de ne plus me sentir inhibé et ne plus sentir de limite à ce moment-là, fait que je suis capable d'aller dans des processus destructeurs.
Donc, c'est un catalyseur pour l'agression latente. Les mécanismes décrits ici sont contraintes normales basées sur la culpabilité, la honte et la peur s'affaiblissent, et où les individus perdent leur sens de l'identité personnelle et de la responsabilité. Donc ça, on est OK. Un autre aspect de la désindividuation est le paradoxe de l'identité de groupe. Bien que la désindividuation implique une perte d'identité individuelle, les modèles d'identité sociale des effets des individuations suggère qu'il s'agit plutôt d'un glissement de l'identité individuelle vers l'identité de groupe. Donc, du coup, il peut y avoir des personnes qui vont être motrices dans un groupe, et effet de propagation, ça va faire, tiens, on va casser. Et on revient du coup à, la plupart des casseurs peut-être ne sont pas partis avec cette idée de casser, mais plutôt de faire la fête. Mais le lead a pris le dessus sur l'individualité, et va rentrer dans le processus de désindividuation à ce moment-là. Ils deviennent plus sensibles et influencés par les normes perçues par le groupe. Si un norme implicite par le groupe dans le contexte d'une célébration devient se lâcher et défier l'autorité, et ça, on va l'avoir avec... On sait qu'il y a une sécurité qui a été mise avec 5400 personnes. Il y a une défiance entre la jeunesse ou les hooligans ou n'importe quoi et la police. Ça fait partie du processus d'opposition classique dans les événements sportifs, notamment footballistiques. Parce que vous trouvez beaucoup moins ça en rugby. Voire, je crois qu'on ne le trouve pas du tout. Donc, défier l'autorité, etc., etc. Les interventions devraient donc se concentrer sur la formation des normes de groupe positives et le renforcement d'aspects prosociaux de l'identité des supporters. Ouais, on voit bien que pour l'instant, c'est quand même pas ce qui a fonctionné. Ce qui a fonctionné, paradoxalement, c'est la sanction interdisant de stade, la plupart du temps, les hooligans, si on reprend le foot. Donc, effervescence collective et contagion émotionnelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, effervescence collective, c'est Durkheim qui en parlait, décrit un état où les émotions collectives s'intensifient, générant un puissant sentiment d'appartenance à une unité parmi les individus. On revient sur cette notion-là, hein. Le moi disparaît dans un groupe, dans les stades sportifs. Et alors, de mémoire, qu'est-ce qui avait fait ça ? C'était en psychosocial, et ça avait été expliqué, il y a une chaîne YouTube qu'on avait parlé, qui fait des expériences de psychosocial, qui disait qu'il y a une bascule possible à partir du moment où il y a 20% de la population. 20% de la population, 2 personnes sur 10, qui pourraient potentiellement faire changer, en tout cas, commencer à déséquilibrer et amener, et après avec le processus de contagion, le changement, ou en tout cas le changement d'attitude globale. Donc cette intensité émotionnelle est contagieuse, se propageant rapidement dans la foule, les comportements individuels tels que les chants et célébrations sont mutuellement renforcés, créant en boucle la rétroaction et amplifient le comportement général de la foule. Je rajouterai un élément, aujourd'hui en plus vu que tu es filmé, tu t'autofilmes, tu laisses les autres filmer pour garder une espèce d'image et de hype par rapport à ce que tu es et ce que tu fais, ça va encore plus faire, moi je fais plus que toi, j'aurai plus de vues que toi. N'oubliez pas qu'en plus maintenant il y a un élément tout con qui est le fait des folies comme ça peut ramener, parce que ça va être partagé à fond, de l'argent aux créateurs de contenu sur un TikTok. Ils vont avoir plein de vues qui vont faire des euros sonnant et trébuchant. Cependant, cette effervescence, bien que souvent positive, peut se transformer en bagarre, vandalisme, etc. La frénésie des foules, leur impulsivité et leur suggestibilité peuvent conduire à la transformation des idées en actes. L'effervescence se révèle être une arme à double tranchant. Alors qu'elle est présentée comme une force puissante dans l'unité et l'expérience partagée, le texte indique implicitement l'effervescence de la vie nocturne tourne parfois mal et dégénère en bagarre, vandalisme, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment associé à Durkheim. Une dimension quasi sacrée et une suspension morale peuvent émerger. On revient sur cette notion-là. Le groupe détruit l'ensemble du sacré. Durkheim, tel que rapporté, relie l'effervescence aux représentations religieuses et aux relations sociales sacrées, où de puissantes émotions produites par des associations inconscientes peuvent submerger le sentiment de pitié et de sympathie. On est à nouveau dans cette problématique du groupe. Et on le sait, les gens peuvent tuer dans ces trucs-là. Malheureusement, on l'a vu, il y a eu 2 morts quand même. Cette suspension morale permet des actes qui seraient normalement impensables par les individus. Les identités de groupe et la polarisation des comportements.
Les spectateurs dans un stade développent de fortes identités de groupe qui influencent le comportement. Là, on l'avait d'autant plus avec un maillot commun, on est champion, nous. Bah d'ailleurs, ce qui implique l'autocatégorisation, entre guillemets, nous, en tant que supporters de l'équipe. Eux, en tant que rivaux, etc. Une fois qu'une identité de groupe est adoptée, les individus ont tendance à se conformer aux normes du groupe. On revient à ce qu'on disait précédemment. L'identité de groupe peut servir à la justification de la violence. C'est des jeunes de banlieue, c'est des jeunes de banlieue, après on va catégoriser et on va dire bah c'est eux. Et vous verrez que là dans les critiques c'est des eux. Sauf qu'à un moment donné il y a une identité de groupe qui a été mise en place et qui a été achetée et complètement diffusée. Il y a sur des réseaux quel quartier a foutu le plus le bordel, quel département. C'est une identité. Le style plus dur axé sur la masculinité violente, des hooligans entrent davantage la violence dans leur identité de groupe, etc. Une autre observation concerne la fonction sacrificielle de la violence collective. La théorie de la violence mimétique, donc ça c'est Girard, René Girard, suggère que la violence peut être détournée vers une victime relativement indifférente pour protéger la communauté de ses propres tensions internes. Dans ce contexte sportif, les dissensions, rivalités, jalousies au sein d'une communauté pourraient être symboliquement transformées vers une victime sacrificielle externe, des supporters rivaux, même des biens urbains, etc., etc. Cette notion de transfert, je trouve, il peut être intéressant. Bien sûr, ça explique pas tout, mais c'est juste un élément intéressant. Donc là, en gros, on a, en théorie, la désindividuation. Le mécanisme clé, anonymat, réduction de conscience de soi, diffusion de responsabilité, lien avec la violence destructrice, affaiblissement des inhibitions, comportement antinormatif, etc. Effervescence collective, donc Durkheim, amplification émotionnelle, contagion, renforcement mutuel, les liens avec la violence, dégénérescence des célébrations, impulsivité, suggestibilité, etc. Et identité de groupe de polarisation, construction de nous-eux, conformité aux normes de groupe, polarisation, justification de l'agression violente, ritualisée, transfert symbolique des tensions. Et je reviens sur cette notion de tout filmer, faire partie de ceux qui ont été les casseurs, ou en tout cas ceux qui semblent à ce moment-là, et là on peut en avoir tous les rapports de compensation, vers je suis celui qui reprend pouvoir par rapport à un système, par rapport à un pouvoir, par rapport à la police, par rapport à l'État, par rapport à plein de choses, en détruisant ce que l'État, la police, le ramène, et en plus je suis filmé, va donner une validation à l'acte à un moment T. Donc, y a... Moi, je trouve, là c'est vraiment une partie, j'ai d'autres éléments que j'ai trouvé intéressants, mais je trouve que dans cette notion-là, on a des trucs intéressants à prendre en compte et à comprendre ce que ça peut, ce qui peut s'enclencher. Par contre, j'ai toujours pas l'élément initiateur de, ok, pourquoi de la victoire on amène de la violence et quelle a été la motivation initiale, sachant que on avait vu sur les réseaux en amont que beaucoup de groupes disaient on va mettre le feu, on va tout détruire, on va tout casser si une équipe gagne. Donc en amont c'était déjà une stratégie, mais du coup joie égale destruction ou volonté de reprise de pouvoir. Alors on peut complètement limiter ça à domination, prise de pouvoir et preuve d'une existence au travers de la destruction. Qui peut s'expliquer sur un rapport motivationnel contextuel et systémique, qui ne veut pas dire que c'est acceptable. Mais le tout, c'est d'essayer de capter, parce que c'est très fréquent, et parfois trop fréquent, et ça va être limité après par des notions qui peuvent aller vers du racisme, etc. Alors que faut bien voir que là, il y avait autant des supporters blancs, jaunes, noirs, orange, bleus, il y avait tout. Et on voit sur des vidéos qu'on a plein de n'importe qui cassait. Donc c'est plus la structure du groupe de masse qu'il faut cogiter et voir les intentions, les motivations derrière. Si vous avez des questions et surtout si vous avez des références, des trucs intéressants à lire, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez qu'à ce qui est juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.